À 20 h un vendredi, Nicolas Sterling était l'homme le plus riche de Paris. Il se tenait au centre du monde, un verre de scotch millésimé à la main, entouré d'admirateurs, célébrant une fusion qui cimenterait son héritage à jamais. Il avait l'entreprise parfaite, la maîtresse parfaite et l'épouse silencieuse parfaite. Mais il avait fait un calcul fatal. Il supposait que le silence de sa femme était de la soumission. Il avait tort. C'était de la préparation. Au moment où le soleil se lèverait sur le jardin du Luxembourg le lendemain matin, Nicolas ne serait pas seulement célibataire. Il serait indigent. Voici l'histoire de comment Chloé Sterling n'a pas seulement quitté son mari. Elle l'a effacé. Le gala de charité pour la Fondation Sterling était le genre d'événement où les fleurs coûtaient plus cher que les frais de scolarité d'une grande école. La grande salle de bal de l'hôtel Ritz, place Vendôme, était d'une chaleur suffocante, parfumée de fragrances coûteuses et de l'odeur métallique de l'ambition. Chloé Sterling se tenait près de la sculpture de glace, une observatrice silencieuse dans une robe de soie émeraude qui drapait sa silhouette svelte comme une armure liquide. Elle fit tourner son eau pétillante, observant son mari, Nicolas. Nicolas Sterling, PDG de Sterling Dynamics, tenait court près de l'orchestre. Il était beau de cette manière prédatrice et agressive, mâchoire carrée, dents coûteuses, et des yeux qui regardaient à travers les gens plutôt que vers eux. Il riait actuellement à une blague faite par le sénateur Beaumont, sa main posée nonchalamment mais possessivement sur le bas du dos de sa directrice de la communication, Manon Thorne. Pour un œil non averti, cela ressemblait à un patron et son employé partageant un moment de triomphe professionnel. La fusion Helio venait d'être conclue hier. Sterling Dynamics avait acquis un rival massif, assurant la domination de Nicolas dans le secteur technologique pour la décennie à venir. Mais Chloé avait un œil averti. Elle voyait la façon dont le pouce de Nicolas traçait le tissu de la robe de Manon. Elle voyait la façon dont Manon se penchait vers ce contact, ses yeux se dirigeant vers Chloé avec un mélange de pitié et de triomphe. « Il est de très bonne humeur ce soir », dit une voix à côté d'elle. Chloé ne se retourna pas. Elle connaissait cette voix. C'était Jean Peneligan, le directeur financier de l'entreprise et l'une des rares personnes que Nicolas craignait réellement. « L'accord Helio est clos, Jean, » dit Chloé, sa voix calme, ne trahissant rien. Il se sent invincible. Jean prit une gorgée de son verre. Il se sent invincible parce que le code que vous avez écrit pour l'algorithme logistique est la seule raison pour laquelle l'évaluation a passé la diligence raisonnable. Compte-t-il reconnaître cela? Chloé se tourna enfin pour regarder l'homme plus âgé. Est-ce que cela importe? L'entreprise gagne. Nous gagnons tous. Vous ne gagnez rien, Chloé, murmura Jean, baissant la voix. J'ai vu le projet de la nouvelle allocation du fonds fiduciaire. Il déplace des actifs vers des comptes offshore à Jersey, des comptes sur lesquels votre nom ne figure pas. L'expression de Chloé ne vacilla pas. Je sais. Jean cligna des yeux, surpris. Vous savez? Je suis au courant pour les comptes, Jean. Je suis au courant pour l'appartement qu'il a acheté pour Manon dans le Marais sous la société Écran Red Nova SARL. Je sais qu'il prévoit de me signifier les papiers du divorce lundi matin, citant des différences irréconciliables pour pouvoir l'épouser avant la fin de l'exercice fiscal. Jean la fixa, son verre se figeant à mi-chemin de sa bouche. Chloé, si vous savez, pourquoi restez-vous là à boire de l'eau? Vous avez besoin d'un avocat. Vous devez sécuriser votre propriété intellectuelle. Chloé regarda de nouveau Nicolas. Il portait maintenant un toast au champagne, Manon rayonnante à ses côtés. Il ressemblait à un roi. Je n'ai pas besoin d'un avocat, Jean, dit Chloé doucement. J'ai besoin d'une chronologie. À quelle heure ouvrent les marchés asiatiques? Jean fronça les sourcils, confus par ce changement. Tokyo ouvre dans 4 heures. Pourquoi? Chloé posa son verre d'eau sur un plateau qui passait. Elle vérifia sa montre. C'était une Patek Philippe, un cadeau de Nicolas pour leur 5e anniversaire. Il l'avait fait graver, le temps, c'est de l'argent. 4 heures, chuchota TL. Cela devrait suffire. Elle regarda Jean une dernière fois. Rentrez chez vous, Jean. Vendez vos stocks options personnelles de Sterling Dynamics. Faites-le ce soir via le bureau de trading après les heures de fermeture. Chloé, qu'est-ce que vous allez faire? Elle ne répondit pas. Elle ajusta simplement le fermoir en diamant de sa pochette, lissa sa robe et commença à marcher. Elle ne marcha pas vers Nicolas pour faire une scène.
Elle ne marcha pas vers Manon pour lui jeter un verre. Chloé Sterling marcha vers la sortie. Alors qu'elle passait devant le cercle de flagorneurs entourant son mari, Nicolas croisa son regard. Il fronça les sourcils, agacé qu'elle bouge sans sa permission. Il articula le mot « ou ». Chloé n'articula rien en retour. Elle lui offrit simplement l'ombre d'un sourire. Un sourire si froid qu'il aurait dû geler le champagne dans son verre, et elle franchit les doubles portes. Nicolas ricana, se retournant vers Manon. « Laisse-la partir. Elle a probablement mal à la tête. Elle est faible. » Manon gloussa, chuchotant à son oreille. « Elle est insignifiante, Nicolas. Ce soir, c'est pour l'avenir. » « À l'avenir, » dit Nicolas en levant son verre. Il n'avait aucune idée que son avenir venait juste de franchir la porte, et qu'elle avait les clés du royaume dans sa pochette. Le voiturier amena la voiture. Ce n'était pas la limousine Sterling. C'était une berline noire banalisée que Chloé avait commandée via une application de VTC sous un pseudonyme. « On va où, madame » demanda le chauffeur. « Aéroport du Bourget » dit Chloé. Elle sortit un téléphone de sa pochette. Ce n'était pas son iPhone principal. C'était un téléphone jetable, un appareil Android bon marché. Elle composa un numéro. « Initiez le protocole 0, dit-elle. À l'autre bout, une voix déformée répondit. « Code d'autorisation requis. Code Prométhée déchaîné. Autorisation Chloé Vance. » Il y eut une pause. « Protocole initié. L'effacement commence dans T-10 minutes. Bonne chance, Madame Vance. » Elle raccrocha et baissa la vitre, jetant le téléphone jetable dans une grille d'égout alors que la voiture s'insérait sur l'autoroute. Elle prit une profonde inspiration. Pendant 10 ans, elle avait été Chloé Sterling, la femme trophée, l'ancienne analyste de données qui avait eu la chance d'épouser le patron. Le monde avait oublié qu'avant d'être une épouse, Chloé Vance était un prodige sorti du MIT. Ils avaient oublié que c'était elle qui avait construit l'architecture Core X sur laquelle fonctionnait Sterling Dynamics. Nicolas était le visage. Il était le vendeur. Mais Chloé était le cerveau, et les lobotomies sont douloureuses. De retour au Ritz, la fête touchait à sa fin. Il était 1h du matin. Nicolas était ivre de succès et de scotch. Il trébucha dans la limousine avec Manon, ne se souciant pas de qui les voyait. À l'hôtel particulier, aboya Nicolas au chauffeur. « Et pour Chloé » demanda Manon, feignant l'inquiétude. « On s'en fout ?» Nicolas rit en desserrant sa cravate. « Laisse-la dormir dans la chambre d'amis. Lundi, elle est dehors. J'ai un contrat de mariage en béton. Elle récupère la maison à Deauville et une allocation mensuelle. C'est tout. Je garde l'entreprise. Je garde les milliards. » Ils arrivèrent à l'hôtel particulier Sterling sur l'avenue Foch, un triplex luxueux surplombant la ville. Nicolas utilisa son empreinte digitale pour ouvrir l'ascenseur privé. Ils trébuchèrent dans le hall d'entrée. C'était calme. Trop calme. « Chloé » cria Nicolas, sa voix résonnant sur les sols en marbre. Pas de réponse. « Elle boude probablement au lit » marmonna Nicolas. Il guida Manon vers la chambre principale. Il ouvrit la porte d'un coup de pied. Le lit était parfaitement fait. Pas un pli sur les draps en coton égyptien. Nicolas fronça les sourcils. Il marcha vers le dressing, un espace de la taille d'un petit appartement. Il ouvrit les portes à la volée. C'est quoi ce bordel? Vide. Pas juste quelques robes manquantes. Vide. Les portants où pendaient ces robes de haute couture étaient nus. Les étagères qui contenaient ces sacs Hermès étaient époussetées et vacantes. Le coffre à bijoux était ouvert et vide. « Est-ce qu'elle a déménagé » demanda Manon, regardant autour de l'espace caverneux. Nicolas sentit une pointe d'irritation. Elle a dû engager des déménageurs pendant que nous étions au gala. C'est mesquin. Très bien. Ça m'évite la peine de la mettre à la porte. Il marcha vers son côté du dressing où pendaient ses costumes sur mesure. Il tendit la main vers le coffre biométrique caché derrière un faux panneau. C'était là qu'il gardait les disques durs, les sauvegardes, le grand livre noir, les moyens de pression qu'il avait sur les sénateurs et les concurrents. Il pressa son pouce contre le scanner. Bip. Une lumière rouge clignota.
Accès refusé. Nicolas cligna des yeux. Il essuya son pouce sur sa chemise et le pressa à nouveau. Bip. Non-concordance biométrique. Bon sang, siffla Nicolas. Il tapa le code de déverrouillage manuel 1-9-8-5-0-0. Sa date de naissance. Bip. Code invalide. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Manon, sentant le changement dans l'atmosphère. Nicolas sortit son téléphone. Je vais appeler la sécurité. Je vais la faire arrêter pour vol. Il tapota l'écran. Le Face ID ne le reconnut pas. Il tapa son code d'accès. Appareil effacé. Veuillez vous connecter. Son estomac se noua. C'était comme si l'ascenseur venait de lâcher. Il courut vers la table de chevet et attrapa le téléphone fixe, une ligne sécurisée à l'ancienne connectée directement au serveur privé Sterling. Il n'y avait pas de tonalité, juste un sifflement statique mort. Nicolas. La voix de Manon tremblait maintenant. Pourquoi les lumières clignotent-elles? Le système domotique, contrôlé par un serveur central au sous-sol, fit soudainement une surtension. Les lumières brillèrent à 100% de luminosité, un blanc aveuglant, puis s'éteignirent complètement. Les stores automatisés s'enroulèrent, exposant les fenêtres aux lumières de la ville. Sur l'écran de télévision de 85 pouces monté au mur, la statique disparut. Une seule ligne de texte apparut en police courrier blanche sur un fond noir. Bonjour, Nicolas. Tu voulais le contrôle total. Maintenant tu n'as plus rien. Nicolas fixa l'écran. Pour la première fois de sa vie, l'alcool s'évapora de son système, remplacé par une terreur froide et aiguë. Le silence dans l'hôtel particulier fut brisé par la sonnerie du téléphone de Manon. C'est le bureau, dit Manon en regardant l'écran. C'est le responsable informatique de nuit. Donne-le-moi, grogna Nicolas en arrachant le téléphone. Ici Sterling. Monsieur Sterling. Dieu merci. Le jeune homme à l'autre bout hyperventilait. Nous avons une situation. Un code rouge. Quel genre de situation? Nous sommes verrouillés, monsieur. Tout. Les serveurs de messagerie, les sauvegardes cloud, le logiciel de logistique financière. Ça a commencé il y a 10 minutes. Le système vient de s'autodétruire. Qu'est-ce que vous voulez dire par autodétruire, rugit Nicolas, arpentant la pièce sombre, éclairée seulement par la lueur de la ville. C'est un cryptage en cascade, monsieur. Il réécrit le code source en temps réel. Chaque fois qu'on essaie de l'arrêter, il supprime un autre téraoctet de données. Nous avons essayé d'accéder au répertoire racine pour couper le courant, mais les mots de passe administrateur ont été changés. Changés en quoi? Le nom d'utilisateur a été changé en un nègre littéraire et l'indice du mot de passe est le vrai fondateur. Nicolas se figea. Il regarda Manon, qui grelottait dans sa robe coûteuse. Le vrai fondateur. Il y a 7 ans, quand Sterling Dynamics était une start-up en faillite, c'était Chloé qui était restée éveillée pendant 3 semaines d'affilée pour réécrire le code poubelle que Nicolas avait acheté à un développeur défunt. Elle l'avait réparé. Elle l'avait optimisé. Elle avait construit le moteur qui avait fait de lui un milliardaire. Et il ne lui avait jamais donné une seule action. Il lui avait dit que c'était plus propre s'il détenait les capitaux propres et qu'elle était juste sa femme. Ce qui est à moi est à toi, chérie, avait-il dit. Mettez l'équipe juridique au téléphone, ordonna Nicolas, sa voix tremblante. Appelez le directeur technique. Faites venir tout le monde au bureau maintenant. On ne peut pas les appeler, monsieur, bégaya le technicien informatique. L'annuaire de l'entreprise a disparu. Les contacts des employés étaient hébergés sur le serveur interne. Tout a disparu. Nicolas jeta le téléphone de Manon contre le mur. Il se brisa. Nous devons aller au bureau, dit Nicolas en attrapant ses clés. Nous devons arrêter physiquement les serveurs. Ils coururent vers l'ascenseur. Nicolas martela le bouton. Rien ne se passa. L'ascenseur intelligent était mort. Nous devons prendre les escaliers, cracha-t-il. C'est 40 étages, Nicolas, pleura Manon. Marche ou reste ici et pourri. Ils descendirent 40 volets d'escalier en béton, leurs vêtements de gala tachés de sueur. Au moment où ils atteignirent le hall, Nicolas était à bout de souffle.
Le concierge le regarda avec inquiétude. Monsieur Sterling, tout va bien? Votre carte de crédit a été refusée pour la livraison de nourriture de fin de soirée que vous avez commandée. Nicolas l'ignora et courut sous la pluie. Il n'avait pas son téléphone pour appeler un Uber. Il n'avait pas de portefeuille. Il l'avait laissé dans sa veste là-haut et il n'allait pas remonter. Il est là un taxi parisien en ressemblant à un fou en smoking. Tour Sterling à la Défense, maintenant. Cash à l'arrivée, l'ami, dit le chauffeur de taxi en le regardant avec suspicion. Nicolas tapota ses poches vides. Il regarda Manon. Donne-lui de l'argent. Manon ouvrit sa pochette. J'ai seulement un billet de 20 €. Prends-le, hurla Nicolas en jetant le billet au chauffeur. Le trajet vers la Défense prit 20 minutes. Chaque minute semblait durer un an. Quand ils arrivèrent à la tour de verre élégante qui portait son nom, le hall était en plein chaos. Des gens couraient partout. Les gardes de sécurité avaient l'air confus. Les tourniquets étaient verrouillés, clignotant en rouge. Nicolas sauta par-dessus le tourniquet. Il sprinta vers la salle des serveurs au 5e étage. Les parois de verre de la salle des serveurs révélaient l'horreur à l'intérieur. Les lumières sur les baies de serveurs, habituellement un vert clignotant calme, étaient orange fixe. Jean Peneligan se tenait là, regardant les écrans. Il avait l'air calme. Il portait son manteau, tenant une boîte d'effets personnels. Jean. Nicolas l'attrapa par les revers. Arrête ça. Tu as la clé principale. Outrepasse le système. Jean retira doucement les mains de Nicolas. Je ne peux pas, Nicolas. Le cryptage utilise le protocole Vance. C'est quoi ce bordel, le protocole Vance? C'est une sécurité que Chloé a écrite il y a 5 ans. Elle m'a dit que c'était une défense contre l'espionnage industriel. Si quelqu'un essayait de voler la propriété intellectuelle principale, le système se crypterait et transférerait les clés de propriété vers un disque externe hors ligne. Jean regarda Nicolas avec un mélange de pitié et de dégoût. Elle ne l'a pas activé contre un pirate, Nicolas. Elle l'a activé contre toi. Où est la clé, hurla Nicolas. Où est le disque externe? J'imagine, dit Jean en vérifiant sa montre, qu'il est actuellement quelque part au-dessus de l'océan Atlantique. Répare ça. J'ai démissionné il y a 1 heure, Nicolas, dit Jean. Et j'ai vendu mes actions. Tu es tout seul. Jean s'éloigna, laissant Nicolas fixer les moniteurs. Sur l'écran principal, une barre de progression s'affichait. Transfert d'actifs 98% terminé. Et puis le vrai coup tomba. Une alerte info apparut sur les écrans de télévision du hall. Le bandeau indiquait, dernière minute, l'AMF enquête sur Sterling Dynamics pour fraude après une fuite de lanceurs d'alerte anonymes. Nicolas tomba à genoux. Ce n'était pas juste une rupture. Ce n'était pas juste un piratage. Chloé avait publié les dossiers financiers, les dossiers des pots de vin, les dossiers de l'évasion fiscale offshore, les dossiers qui prouvaient que la fusion Helio était basée sur des nombres d'utilisateurs gonflés. Son téléphone, qu'il avait laissé aux pentouses, aurait sonné sans arrêt. Mais ici, dans le bourdonnement froid de la salle des serveurs mourantes, il n'y avait que le son de sa propre respiration lourde. À 4 heures du matin, les premières voitures de police s'arrêtèrent devant le bâtiment, mais Chloé Sterling était déjà à 30 000 pieds dans les airs, sirotant de l'eau pétillante dans un jet privé payé par une société écran dont Nicolas ne connaissait même pas l'existence, regardant le lever du soleil au-dessus des nuages. Elle ouvrit son ordinateur portable. Un seul fichier était sur le bureau. Nom du fichier, le redémarrage. Elle cliqua dessus. Le soleil se leva sur Paris, mais pour Nicolas Sterling, c'était le matin le plus sombre de sa vie. Le hall de la tour Sterling, habituellement une cathédrale de silence et de pouvoir, était maintenant une scène de crime. Le commissaire Stéphane Muller de la brigade financière ne semblait pas impressionné par les sols en marbre ou l'art abstrait. Il s'approcha de Nicolas, qui était toujours affaissé contre la paroi de verre de la salle des serveurs, regardant les barres de progression rouges qui indiquaient une perte totale de données. Nicolas Sterling, demanda Muller, sa voix graveleuse. Nicolas leva les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang, sa chemise de smoking déboutonnée, ses chaussures coûteuses et raflées. Vous ne comprenez pas, râla Nicolas. J'ai été piraté. Ma femme. Elle a tout volé. Vous devez l'arrêter.
Muller sortit un papier plié de la poche de sa veste. Nous ne sommes pas là pour votre femme, monsieur Sterling. Nous sommes là pour vous. Moi. Nicolas se leva, vacillant légèrement. Je suis la victime. Nous avons reçu un paquet de documents au bureau du procureur de la République il y a 3 heures, dit Muller, récitant les lignes standards avec une indifférence pratiquée. Ils contiennent des registres détaillés de fraude électronique, de délits d'initié et de falsification de documents boursiers fédéraux concernant la fusion Helio. Ce sont des mensonges, hurla Nicolas. Elle les a fabriqués. Les documents incluent des enregistrements audio, monsieur Sterling. Des enregistrements de vous autorisant les pots de vin pour la campagne de réélection du sénateur Beaumont en échange d'une approbation réglementaire. Des enregistrements pris à l'intérieur de votre bureau privé. Nicolas devint pâle. Le bureau ? Chloé avait redécoré son bureau l'année dernière. Elle avait insisté sur l'esthétique vintage moderne du milieu du siècle. Elle avait dû mettre des micros dans les lampes. Retournez-vous et placez vos mains derrière votre dos, ordonna Muller. Vous ne pouvez pas faire ça, bégaya Nicolas, cherchant un allié du regard. Manon avait disparu. Elle s'était éclipsée au moment où les sirènes de police avaient retenti. Jean était parti. Je suis un milliardaire. J'emploie 5000 personnes. En ce moment, vous êtes juste un type dans un smoking sale, dit Muller en claquant les menottes. Elles étaient serrées, froides, réelles. La sortie du bâtiment fut un cauchemar. La presse avait déjà été informée, probablement par la même salve de mets automatisés qui avait alerté l'AMF. Alors que Muller guidait Nicolas hors des portes tournantes, un mur de flash l'aveugla. Monsieur Sterling, est-il vrai que l'entreprise est insolvable? Monsieur Sterling, avez-vous utilisé des fonds de pension pour payer l'appartement de votre maîtresse? Nicolas, regardez par ici. Il essaya de protéger son visage avec son épaule, mais les menottes rendaient la chose impossible. Il était exposé. L'image de Nicolas Sterling, le titan de la tech, poussé à l'arrière d'une voiture de police, ferait la couverture de Paris Match dans l'heure. Le trajet jusqu'au dépôt fut silencieux. Nicolas regardait par la fenêtre la ville qu'il pensait posséder. Maintenant, les bâtiments ressemblaient à des barreaux de prison. Au poste, il fut traité comme un criminel ordinaire. Empreinte digitale, photo d'identité judiciaire. Ils prirent ses lacets et sa ceinture pour qu'il ne se pende pas. J'ai droit à un coup de fil, exigea Nicolas alors qu'il le poussait dans une cellule de détention qui sentait l'eau de Javel et le désespoir. Faites en sorte qu'il compte, dit le garde en pointant le téléphone payant sur le mur. Nicolas composa le numéro de son avocat personnel, maître Valérie Callaway. Valérie était un requin. Il coûtait 1500 € de l'heure et avait gardé Nicolas hors des ennuis pendant une décennie. Valérie, dit Nicolas, sa voix se brisant. Je suis au commissariat central. Viens ici. J'ai besoin d'une caution. Il y eut un long silence à l'autre bout. Nicolas, dit Valérie, sa voix tendue. Je ne peux pas te représenter. Quoi? Ne me sors pas ces conneries de conflit d'intérêts. Je paie tes honoraires. Ton chèque d'honoraires a été rejeté, Nicolas, dit Valérie froidement. Il y a environ 1 heure. Tous tes comptes sont gelés. La banque a tout signalé comme produit du crime sur la base des preuves du lanceur d'alerte. Je te paierai en liquide. J'ai un coffre à Deauville. La police judiciaire fait une descente dans la maison de Deauville en ce moment même, répondit Valérie. Et Nicolas, tu devrais savoir que les documents du lanceur d'alerte me nomment comme co-conspirateur pour la création des sociétés écrans. Je ne viens pas te chercher. Je suis occupé à engager mon propre avocat pour ne pas aller en prison. Clic. Nicolas tint le combiné mort contre son oreille. Il glissa le long du mur de la cellule, s'asseyant sur le banc en béton froid. De l'autre côté de la cellule, un homme avec un tatouage dans le cou le regarda. Sale nuit, Richie? Richie. Riche. Nicolas ne répondit pas. Il enfouit son visage dans ses mains. Il était seul. Vraiment, complètement seul. Pendant que Nicolas échangeait son smoking contre une combinaison orange, Chloé Sterling entrait dans une banque privée à Genève, en Suisse. Elle avait l'air différente. Ses cheveux, habituellement portés en un chignon sévère et soumis, étaient détachés et teints d'un riche brun châtain.
Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées et un trench coat qui coûtait plus cher qu'une voiture moyenne, mais sans aucun logo voyant. Elle s'approcha du bureau chez Bonpré et Genève. Gutan-Morgan, dit-elle doucement. J'ai rendez-vous avec Hervogel, numéro de compte 77, Alpha 0. La réceptionniste tapa le numéro. Ses yeux s'élargirent légèrement. Elle décrocha immédiatement un téléphone. Hervogel, votre rendez-vous de 9h est là. Oui, immédiatement. Quelques minutes plus tard, un petit homme chauve dans un costume impeccable se précipita dehors. Madame Vance, où devrais-je dire? Vance ira très bien, dit Chloé en lui serrant la main. Restons professionnels, Hervogel. Ils s'assirent dans un bureau insonorisé avec vue sur le lac. Vogel plaça un dossier épais sur le bureau. Nous avons reçu les clés de transfert cryptées à 3h, heure de New York, dit Vogel en essuyant la sueur de son front. C'était une quantité substantielle de données et de capital. La liquidité est-elle sécurisée? Demanda Chloé. Complètement. Les fonds ont été déplacés des comptes écrans Red Nova des îles anglo-normandes via une série de sauts à Singapour et ont atterri ici. Parce que les comptes originaux ont été créés sous forme de titres au porteur, dont vous possédiez les clés numériques, le transfert est techniquement légal. Vous n'avez pas volé l'argent de Nicolas Sterling, madame. Vogel fit une pause, regardant la paperasse avec admiration. Vous avez simplement encaissé les chèques qu'il a signés au porteur. Chloé hocha la tête. Et la propriété intellectuelle? C'est la partie la plus intéressante, dit Vogel. Nous avons examiné les contrats de travail que vous avez téléchargés lorsque vous avez écrit le code source pour Sterling Dynamics il y a 10 ans. Vous n'étiez pas une employée. Vous étiez une petite amie. Il n'y avait aucun contrat, aucun transfert de droits de propriété intellectuelle. Techniquement, Nicolas Sterling utilise votre logiciel gratuitement depuis une décennie. Et je révoque la licence, dit Chloé. Précisément. En verrouillant les serveurs, vous avez simplement repris possession de votre propriété. L'entreprise, Sterling Dynamics, est effectivement une coquille vide. Elle possède les meubles et le bail, mais le cerveau. Le cerveau est sur ce disque dur. Vogel tapota un disque argenté sur le bureau. Excellent, dit Chloé. Maintenant, passons à la phase suivante. Phase suivante? Je veux liquider 40% des actifs en espèces, dit Chloé calmement. Je veux créer un fonds de restitution aux victimes. Vogel cligna des yeux. Pour qui? Pour les employés, dit Chloé. Les secrétaires, les agents d'entretien, les codeurs juniors, les gens qui vont perdre leur emploi aujourd'hui à cause de la cupidité de Nicolas. Je veux que leur retraite soit payée. Je veux qu'ils aient des indemnités de départ. C'est incroyablement généreux. C'est près de 50 millions d'euros. Faites-le, dit Chloé. Et le reste, investissez-le. Je lance une nouvelle entreprise, Vance Logique. Et les actionnaires de Sterling Dynamics, les investisseurs? Chloé sourit. Ce n'était pas un sourire gentil. Ils ont soutenu un homme qui traitait les gens comme des mouchoirs jetables. Laissez-les se battre pour les miettes. Elle se leva et marcha vers la fenêtre. Son téléphone vibra. C'était une notification d'une application d'actualité. Titre, Nicolas Sterling refusé sous caution. Risque de fuite. Risque 20 ans de prison. Elle balaya la notification. Elle ne ressentit pas de joie. Elle ne ressentit pas de tristesse. Elle se sentait juste légère. Le poids de 10 ans de manipulation, de s'entendre dire qu'elle était trop émotive, de s'entendre dire qu'elle avait de la chance d'être sa femme, tout cela avait disparu. Encore une chose, Hervogel, dit-elle. Oui. Envoyez un paquet au procureur de la République à Paris. Les à côté, les enregistrements personnels, demanda Vogel nerveusement. Oui, ceux de lui et sa maîtresse complotant pour cacher des actifs au fisc. Manon Thorne aura besoin de motivation pour témoigner. 3 semaines plus tard, Nicolas Sterling était de retour dans son Penthouse, mais ce n'était plus le sien. Il était sorti grâce à une caution de 10 millions d'euros postée par un garant qui avait pris une hypothèque sur la maison de retraite des parents de Nicolas, le seul actif que les fédéraux n'avaient pas encore gelé. Il était assigné à résidence. Un bracelet électronique clignotait à sa jambe. Le Penthouse était sombre.
Le courant avait été coupé pour non-paiement, alors il faisait tourner un générateur dans la cuisine qui alimentait le frigo et une lampe. Les meubles de luxe avaient été saisis. Il était assis sur une chaise pliante au milieu du salon vide, mangeant des céréales froides à même la boîte. Il ressemblait à un fantôme. Il ne s'était pas rasé depuis des semaines. Il avait perdu 10 kilos. On frappa à la porte. Nicolas se leva précipitamment. Chloé, chuchota Théil. Une partie de lui, la partie narcissique délirante, croyait encore qu'elle reviendrait. Qu'elle verrait qu'il avait assez souffert et qu'elle arrangerait tout. Elle arrangeait toujours tout. Il ouvrit la porte. Ce n'était pas Chloé. C'était Manon Thorne. Elle avait l'air terrible, mais mieux que lui. Elle portait un jean et un sweat à capuche, ses yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Manon, souffla Nicolas. Dieu merci, tu es revenu. Nous devons planifier. Nous devons leur dire que Chloé nous a piégés. Manon n'entra pas. Elle resta dans le couloir en regardant la misère derrière lui. Je ne suis pas là pour planifier, Nicolas, dit-elle, sa voix plate. Quoi? Bébé, écoute. Je sais que ça a l'air mauvais, mais j'ai une planque. Des clés crypto cachées. Chloé n'a pas tout eu. Si on peut juste arriver à... Arrête, le coupa Manon. Il n'y a pas de planque, Nicolas. Chloé m'a envoyé les journaux de connexion. Tu es ruiné. Elle ment. Elle m'a aussi envoyé l'enregistrement, dit Manon, baissant ses lunettes pour révéler des yeux rouges et bouffis. Celui de la nuit du gala quand tu étais ivre dans la limousine. Nicolas se figea. Quel enregistrement? Celui où tu disais au chauffeur que j'étais juste une distraction amusante et que tu me larguerais dès que le cours de l'action atteindrait 200 € pour pouvoir passer à un mannequin européen. La bouche de Nicolas s'ouvrit et se referma. J'étais ivre. Je ne le pensais pas. La police me l'a fait écouter ce matin, dit Manon, ainsi que les emails où tu m'ordonnais de signer les faux communiqués de presse. Tu m'as piégé pour que je porte le chapeau, Nicolas. Tu as mis mon nom sur les mensonges. Je protégeais l'entreprise. Tu te protégeais toi-même, hurla Manon. Puis elle prit une profonde inspiration. Alors j'ai passé un accord. Nicolas sentit le sang quitter son visage. Quel genre d'accord? Immunité totale, dit-elle, en échange de mon témoignage. Je leur ai tout dit, Nicolas. Sur les pots de vin, sur les fausses données utilisateurs, sur la façon dont tu as forcé Chloé à écrire le code et menacé de la faire interner si elle partait. Toi, espèce de traîtresse, siffla Nicolas. Je t'ai tout donné. L'appartement, les bijoux. L'appartement que Chloé a repris, rit amèrement Manon. Les bijoux que les fédéraux ont confisqués hier? Tu ne m'as rien donné d'autre qu'une inculpation criminelle, Nicolas. Elle mit la main dans sa poche et sortit un petit appareil, un micro. Et au fait, dit-elle, arrachant le fil de sa poitrine et le laissant tomber sur le sol. Ils ont entendu tout ça. Tu viens d'admettre l'existence des clés crypto cachées. C'est de la dissimulation d'actifs. C'est encore 5 ans de plus. Nicolas regarda le petit microphone noir sur le sol. Il ressemblait à un scarabée. Adieu, Nicolas, dit Manon. Elle se tourna et marcha dans le couloir vers l'ascenseur de service. Manon, reviens. Nicolas hurla, courant vers l'embrasure de la porte. Le bracelet électronique émit un bip fort, l'avertissant qu'il était à la limite du périmètre. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis Nicolas Sterling. Plus maintenant, lança-t-elle en retour sans se retourner. Maintenant, tu es juste le détenu numéro 4920. Elle monta dans l'ascenseur. Les portes se fermèrent. Nicolas resta dans l'embrasure de son palais vide et sombre. Le générateur dans la cuisine crachota et mourut. Le silence revint en force, lourd et suffocant. Puis le téléphone sonna. Pas son portable. Celui-là avait disparu depuis longtemps. Le fixe, celui qui était mort. Nicolas le fixa. Il marcha lentement vers lui, ses mains tremblantes. Il décrocha le combiné. Allô? Bonjour, Nicolas. La voix était fraîche, nette et totalement calme. C'était Chloé. Chloé, sanglota Théil. Il tomba à genoux.
Chloé, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. Arrête juste ça. Donne-moi la clé. Rends-moi l'argent. Je signerai tout ce que tu veux. Ce n'est pas une question d'argent, Nicolas, dit Chloé. Sa voix semblait venir d'une grande distance, pourtant intime, comme si elle chuchotait à son oreille. Je voulais juste te dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais dit en 10 ans de mariage. Quoi? Qu'est-ce que c'est? J'écoute. Tu as toujours dit que j'avais de la chance, dit Chloé. Tu disais que j'avais de la chance que tu m'aies choisi dans le département informatique. De la chance de t'avoir épousé. De la chance que tu me laisses vivre dans ta maison. J'avais tort. Tu es intelligent. C'est toi l'intelligent. Non, Nicolas, tu avais raison. J'ai eu de la chance. Nicolas fit une pause, confus. Quoi? J'ai eu de la chance, continua Chloé, que tu sois si arrogant que tu n'aies jamais pensé à vérifier si ta femme trophée était la seule à avoir le mot de passe administrateur. Chloé, vérifie tes emails, Nicolas. Je viens de t'envoyer un dernier document. Ce sont les papiers du divorce. Tu n'as pas besoin de les signer. Mes avocats ont demandé au tribunal un jugement par défaut basé sur ton incarcération. C'est fini. Où es-tu, pleura Nicolas. Dis-moi où tu es. Je suis exactement là où tu m'as laissé, Nicolas, dit Chloé au passé. Adieu. Clic. La ligne fut coupée. Dehors, les sirènes recommencèrent à hurler. Plus fort cette fois. Plus près. Il ne venait pas pour enquêter. Il venait pour révoquer sa caution. Nicolas laissa tomber le téléphone. Il s'assit sur le sol dans le noir, attendant la fin inévitable. Le procès du ministère public contre Nicolas Sterling fut surnommé le procès de la décennie par les médias. Mais à l'intérieur de la salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris, cela ressemblait plus à des funérailles. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit du gala. Nicolas avait vieilli de 10 ans pendant cette période. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés et teints en noir de jais, étaient maintenant clairsemés et gris. Il portait un costume qui était clairement du prêt-à-porter, mal ajusté aux épaules. Une humiliation pour un homme qui faisait venir son tailleur de Milan. Il était assis à côté de son avocat commis d'office, une jeune avocate surmenée nommée Sarah Jenkins, qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Elle était la seule prête à prendre son affaire après la saisie de ses biens. « Levez-vous » aboya l'huissier. L'honorable juge Pierre Holloway entra dans la salle. C'était un homme connu pour son mépris des criminels en col blanc. Il regarda par-dessus ses lunettes Nicolas avec le regard qu'on pourrait accorder à un cafard sur le sol d'une cuisine. « Asseyez-vous » dit le juge Holloway. « Nous sommes ici pour le prononcer de la peine. » Le jury a trouvé le prévenu coupable des 34 chefs d'accusation, y compris racket, fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude boursière et subornation de témoins. Nicolas trembla. Il regarda la galerie derrière lui. Elle était bondée. Journalistes, anciens employés, actionnaires en colère. Mais le siège qu'il ne cessait de regarder, le premier rang réservé aux victimes, était vide. Chloé n'était pas là. Elle n'était pas venue à l'audience de mise en accusation. Elle n'était pas venue au procès. Elle n'avait pas fait de déclaration d'impact sur la victime. Elle avait envoyé un avocat pour lire une brève déclaration qui disait simplement « J'ai repris ma vie. Je n'ai pas de temps à perdre avec le passé. » C'était l'insulte ultime. Il ne valait même pas la peine qu'elle jubile. « Monsieur Sterling, » dit le juge Holloway, sa voix tonitruante. « Avez-vous quelque chose à dire avant que je ne prononce la sentence ?» Nicolas se leva. Ses jambes étaient comme de la gelée. Il agrippa la table. « Votre honneur, » croassa Nicolas. « J'ai construit cette ville. J'ai créé des emplois. Je suis un visionnaire. J'ai fait une erreur. Oui, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Ma femme, elle a orchestré tout ça. C'est elle le cerveau. » Une vague de rire traversa la salle d'audience. Ce n'était pas un rire moqueur. C'était le rire fatigué de gens écoutant un homme délirant. Monsieur Sterling. Le juge le coupa. La cour a examiné les preuves fournies par Madame Vance.
Elles incluent des téraoctets de données vous montrant explicitement en train d'outrepasser ces protocoles de sécurité pour frauder les investisseurs. Elles incluent des enregistrements audio de vous menaçant de, et je cite, détruire sa santé mentale si jamais elle essayait de partir. Vous n'êtes pas un visionnaire, monsieur. Vous êtes une brute qui s'est fait prendre. Le juge ouvrit le dossier devant lui. L'accusation a demandé la peine maximale. Compte tenu de l'ampleur de la perte, des milliards d'euros de fonds de pension anéantis, et de votre manque total de remords, je suis enclin à être d'accord. Nicolas regarda Sarah Jenkins. Elle regardait son bloc-notes, refusant de croiser son regard. Nicolas Sterling, je vous condamne par la présente à 25 ans dans un établissement correctionnel fédéral avec aucune possibilité de libération conditionnelle pour les 20 premières années. Vous êtes également condamné à payer une restitution d'un montant de 450 millions d'euros. Je n'ai pas ce genre d'argent, hurla Nicolas, perdant son sang-froid. Elle a tout pris. Alors vous travaillerez à l'économat de la prison pour 12 centimes de l'heure jusqu'à ce que la dette soit payée, dit froidement le juge Holloway. D'après mes calculs, cela devrait vous prendre environ 4 milliards d'années. Emmenez-le. Le marteau frappa. Cela sonna comme un coup de feu. Deux maréchaux attrapèrent Nicolas par les bras. Non, non, cria Nicolas alors qu'il était traîné en arrière. Chloé, je sais que tu regardes. Tu ne peux pas faire ça. Je suis Sterling. Je suis le roi. Les portes se refermèrent, coupant ses cris. Dehors, sur les marches du palais de justice, les caméras flashèrent. Mais elles n'attendaient pas Nicolas. Elles tournaient leurs objectifs vers un SUV noir qui s'arrêtait au bord du trottoir. La vitre arrière s'abaissa. Ce n'était pas Chloé. C'était Jean Penaligan. Il sortit, semblant plus jeune et plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Il marcha vers le banc de micro. « Monsieur Penaligan » cria un journaliste. « Quelle est la réaction de Vance Logic concernant le verdict ?» Jean ajusta sa cravate. Madame Vance est satisfaite que justice ait été rendue. Cependant, elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Pourquoi pas? Jean sourit. Elle est actuellement à Tokyo pour sonner la cloche d'ouverture de la bourse. Vance Logic vient d'entrer en bourse. L'introduction en bourse est la plus grande de l'histoire de la technologie. Les journalistes se précipitèrent pour vérifier leur téléphone. Le téléscripteur boursier montrait Vance montant en flèche. Nicolas Sterling était dans une cellule de détention, enchaîné pour être transporté vers une prison à sécurité maximale. Chloé Sterling, maintenant Chloé Vance, gagnait son premier milliard entièrement selon ses propres termes. Un an plus tard, l'institution correctionnelle fédérale de Fresnes était un lieu de béton gris et de désespoir fluorescent. Pour le détenu numéro 4920, anciennement connu sous le nom de Nicolas Sterling, c'était un enfer vivant. Nicolas était assis au bord de sa couchette, fixant la peinture écaillée sur le mur. Il avait perdu 15 kilos. Ses mains autrefois manucurées étaient rugueuses et calleuses à cause de sa corvée assignée. Le service de blanchisserie. L'homme qui portait des costumes en soie italienne passait maintenant 10 heures par jour à plier des uniformes rêches et tachés d'eau de javel pour des criminels. Et, Sterling, cria une voix depuis le couloir du bloc cellulaire. Bouge-toi. C'est jour de cantine. Tu ne veux pas tes biscuits. Nicolas tressaillit. Il détestait le jour de cantine. C'était un rappel de sa pauvreté. Son compte de prison était perpétuellement vide. L'ordre de restitution de 450 millions d'euros signifiait que tout argent envoyé par des parents éloignés était instantanément saisi par l'État. Il vivait des maigres salaires de son travail à la blanchisserie, 12 centimes de l'heure. Il traîna les pieds jusqu'à la file, gardant la tête basse. Il avait envie de café. De vrai café. Pas la boue brune servie à la cafétéria, mais un pot de café instantané à l'économa coûtait 12 euros. C'était 100 heures de blanchisserie. Il atteignit le début de la file. Le détenu derrière la vitre en plexiglas, un gars nommé Petit Louis, le regarda avec mépris. « Qu'est-ce que tu veux, Sterling ? T'as 40 centimes. » Juste un paquet de nouilles instantanées, chuchota Nicolas. Sa fierté disparut depuis longtemps. Le prix a augmenté, dit Petit Louis en pointant la liste imprimée. Les nouilles sont à 50 centimes maintenant. L'inflation, patron. Nicolas sentit les larmes piquer ses yeux.
Il se détourna les mains vides alors que la file derrière lui riait. Regardez le milliardaire. Il ne peut même pas se payer des nouilles. Il retourna vers la zone commune, vaincu. Il voulait appeler son avocat. Enfin, l'avocate commise d'office qui répondait rarement, mais les appels coûtaient 5 € la minute. Il ne pouvait pas se permettre d'entendre une voix humaine. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans le quartier de la Défense, l'atmosphère était très différente. Le gratte-ciel de la tour Sterling avait subi une transformation. L'énergie masculine lourde de Sterling Dynamics avait disparu. Le hall était maintenant inondé de lumière naturelle, rempli de sculptures cinétiques et de verdure vivante. Les lettres chromées au-dessus du bureau de réception indiquaient « Vance Logique ». Chloé Vance entra dans la salle du conseil. La pièce devint silencieuse instantanément. Elle ne marchait plus comme une femme bafouée. Elle marchait comme un titan. Elle portait un tailleur couleur crème qui coûtait plus cher que l'ancienne caution de Nicolas. Ses cheveux étaient coupés en un carré chic et net. « Bonjour », dit-elle en prenant sa place en bout de table. « Bonjour, Madame Vance », répondirent en chœur les membres du conseil. C'étaient certaines des personnes les plus puissantes de la finance, et ils la regardaient avec un mélange de peur et de respect. « Passons les formalités », dit Chloé en tapotant sa tablette. « J'ai examiné les résultats trimestriels. La suite de Cybersécurité Protocol 0 a réussi à arrêter 42 tentatives de piratage bancaire en Europe ce mois-ci. Notre action est en hausse de 18%. C'est un trimestre remarquable, Chloé, dit Lucas Thorne, un investisseur senior et sans lien de parenté avec Manon, qui travaillait actuellement dans un bistrot de banlieue sous un programme de protection des témoins. Cependant, nous avons une question sur une ligne budgétaire de votre budget discrétionnaire personnel. Chloé haussa un sourcil. Allez-y. Vous avez alloué une somme importante, près de 20 millions d'euros, pour acquérir une entreprise de logistique de taille moyenne appelée Sentinel Secure Solutions. Il gère les chaînes d'approvisionnement des prisons. Cela semble hors sujet pour une entreprise d'IA de haute technologie. Chloé s'adossa à sa chaise, un petit sourire énigmatique jouant sur ses lèvres. Sentinel gère les contrats de cantine et de télécommunications pour les prisons dans la région, dit Chloé calmement. Ce n'est pas hors sujet, Lucas. C'est de l'intégration verticale. Nous capturons des points de données de chaque secteur de la société. Mais les marges sont extrêmement minces, argumenta Lucas. Les prisons sont une activité à faible profit. Je ne l'achète pas pour le profit, dit Chloé doucement. Je l'achète pour l'expérience utilisateur. Les membres du conseil échangèrent des regards confus. Approuvez l'acquisition, dit Chloé, sa voix ne laissant aucune place au débat. Et mettez immédiatement en œuvre l'initiative de communication équitable que j'ai rédigée. L'initiative où nous baissons les prix, demanda Lucas, regardant le dossier. Madame Vance, cela propose de réduire les tarifs téléphoniques à 0 et de réduire les prix des articles alimentaires de luxe de 90%. Nous allons fonctionner à perte. Je peux me permettre la perte, dit Chloé, se levant pour signaler que la réunion était terminée. Assurez-vous simplement que le changement de marque se fasse rapidement. Je veux que chaque reçu, chaque écran de téléphone et chaque distributeur automatique affiche le nouveau logo de la société mère d'ici lundi matin. Elle marcha vers la fenêtre, regardant vers l'horizon, vers Fresnes. C'est une question de reconnaissance de marque, chuchota-t-elle pour elle-même. 3 jours plus tard, à la prison de Fresnes, Nicolas passait la serpillière sur le sol du bloc cellulaire quand un bourdonnement parcourut les prisonniers. « Et, regardez ça !» cria quelqu'un depuis la banque de téléphone. Les téléphones, ils sont gratuits. Quoi? Je te le dis, je viens d'appeler ma mère. Pas de vérification de crédit, pas de frais. Ça dit appel de courtoisie. Nicolas arrêta de passer la serpillière. Il regarda le kiosque de la cantine. Une file se formait, mais les gens n'étaient pas en colère. Ils étaient excités. Sterling, cria Petit Louis depuis la fenêtre. Ramène tes fesses ici. Nicolas s'approcha, se méfiant d'un piège. Quoi? Regarde l'écran, mec. Un bug dans le système ou un truc du genre. Ce pot de café belge pour lequel tu baves toujours, il passe à 10 centimes. Nicolas fixa l'écran numérique. Café belge premium. Prix, 0,10 €. Il sentit une poussée d'adrénaline. Il pêcha un billet froissé dans sa chaussette,
sa réserve d'urgence. Je le prends, dit Nicolas, ses mains tremblantes. Et une barre de chocolat et le savon frais. Ça arrive tout de suite, grand dépensier, dit Petit Louis en tapant sur les touches. La transaction fut validée. Pour la première fois depuis 1 an, Nicolas tenait du luxe entre ses mains. Un pot de café, une barre de chocolat suisse. C'était comme gagner à la loterie. Il ressentit une soudaine et pathétique montée de gratitude envers l'univers. Peut-être que Dieu m'a pardonné, pensa-t-il. Voici ton reçu, dit Petit Louis, arrachant le papier de la machine. Nicolas prit le reçu. Il prévoyait de savourer le chocolat dans sa cellule. Il baissa les yeux vers le bout de papier pour vérifier son solde restant. En haut du reçu, en gras et à l'encre noire, se trouvait le nouveau logo du fournisseur. Sentinelle Secure Solutions, une filiale en propriété exclusive de Vance Logique. Nicolas se figea. Le monde arrêta de tourner. Le bruit de la prison s'estompa dans un bourdonnement aigu dans ses oreilles. Il regarda le pot de café. Il regarda le chocolat. Elle a acheté le magasin. Il regarda vers la banque de téléphone. Au-dessus des téléphones, une nouvelle bannière numérique défilait sur l'écran LED. Connexion gratuite fournie avec la courtoisie de Chloé Vance. Parce que tout le monde mérite une voix. Nicolas laissa tomber le pot de café. Il se brisa sur le sol en béton. Verre et poudre brune explosant partout. Elle n'était pas juste libre. Elle n'était pas juste riche. Elle était ici. Elle était la raison pour laquelle il pouvait manger. Elle était la raison pour laquelle il pouvait parler. Elle avait transformé sa prison en sa maison de poupée. Il ne souffrait plus à cause du système. Il survivait uniquement grâce à sa charité. Non, râla Nicolas, reculant. Non, non, non. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec, demanda Petit Louis. T'as fait tomber tes trucs. Elle le possède, hurla Nicolas, se prenant la tête. Elle possède le café. Elle possède les téléphones. Elle possède l'air. Il courut vers sa cellule, grimpant sur sa couchette, tirant la fine couverture sur sa tête. Il se mit en boule, tremblant de manière incontrôlable. Ce n'était pas de la pitié. C'était le coup de pouvoir ultime. Elle l'avait dépouillé de sa dernière défense, son statut de victime. Il ne pouvait même plus haïr le système parce qu'elle était le système. Chaque fois qu'il prenait une bouchée de nourriture, il goûterait son succès. Chaque fois qu'il passait un appel, il devrait la remercier. Il était piégé dans une cage, et c'était elle qui payait pour les graines d'oiseaux. Paris, le Penthouse. Chloé se tenait sur le balcon de son nouvel appartement surplombant le jardin du Luxembourg. C'était le crépuscule. Les lumières de la ville s'allumaient. 1 milliard de diamants éparpillés sur le velours noir de la nuit. Son téléphone vibra. C'était un message du directeur de la prison de Fresnes, à qui elle avait personnellement parlé plus tôt ce jour-là. Message, la nouvelle structure de prix est en ligne. Le moral des détenus est à un niveau record. Merci pour votre générosité, Madame Vance, bien que nous ayons eu un incident. Le détenu Sterling a eu une crise de panique au réfectoire. Il est actuellement à l'infirmerie sous sédation. Chloé lut le message. Elle ne sourit pas. Elle ne rit pas. Elle ressentit simplement un sentiment géométrique calme d'achèvement, comme le clic final d'un Rubik's Cube résolu. Elle tapa une réponse. Assurez-vous qu'ils reçoivent les meilleurs soins et chargez la facture médicale sur mon compte personnel. Elle appuya sur envoyer. Elle éteignit son téléphone et le posa sur la balustrade. Elle regarda la ville que Nicolas avait essayé de conquérir avec du bruit et de la cupidité. Elle l'avait prise avec du silence et de la stratégie. Le vent soufflait dans ses cheveux. Elle avait 40 ans. Elle était seule. Et pour la première fois de sa vie, elle était entièrement, magnifiquement libre. Elle prit un verre de vin et le leva vers la lune. Échec et mat, chuchota-t-elle. Et c'est là le génie terrifiant de Chloé Vance. La plupart des gens veulent se venger. Ils veulent voir leur ennemi crier. Mais Chloé comprenait quelque chose de plus profond. Elle ne voulait pas juste blesser Nicolas. Elle voulait devenir son dieu. En achetant les services de la prison et en baissant les prix, elle s'assurait que Nicolas ne pourrait même pas échapper à son souvenir. Il devait manger sa nourriture,
utiliser ses téléphones et vivre par sa grâce. Nicolas Sterling a passé sa vie à penser que l'argent était une arme pour frapper les gens. Chloé lui a montré que l'argent est en fait un filet, et qu'il n'était qu'un poisson qu'elle avait décidé de garder dans un bocal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette saga de trahison et de brillance. Cette histoire nous rappelle que la personne la plus silencieuse dans la pièce est souvent celle que vous devriez craindre le plus. J'ai une question pour vous les gars. Pensez-vous que Chloé est allée trop loin en achetant l'entreprise pénitentiaire ou était-ce la punition parfaite pour un narcissique comme Nicolas? Faites-moi savoir votre opinion honnête dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce drame long format, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo avec un ami qui aime une bonne histoire de vengeance. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être le premier à voir notre prochaine histoire. À la prochaine, ne sous-estimez jamais la personne qui connaît vos mots de passe. Prenez soin de vous.